L'Atelier Passion, le podcast des éditions LVA qui parle auto, moto et objets de collection. Bonjour, nous voici réunis pour un nouveau podcast de l'Atelier Passion. Et cette fois, nous allons parler d'une moto iconique, une moto de légende. C'est donc la Yamaha XT500. Et pour en parler dans ce podcast, nous avons autour du micro Bertrand Lebrun, qui est le rédacteur en chef adjoint de Moto Légende et de La Vie de la Moto, nos titres phares sur le thème de la moto classique et de la néo-rétro. Nous avons Jacques Monchanin. Bonjour Jacques. Donc, voilà. Et nous découvrirons pourquoi. Alors, il n'y a pas que le S2R, bien sûr, avec Jacques. Et nous découvrirons pourquoi Jacques est avec nous autour de ce micro pour parler de la XT500. Et nous accueillons également Éric Lepeintre, qui est le président de l'XT Club francilien. Donc, pour fêter cet anniversaire de la Yamaha XT500, l'équipe de Bertrand a sorti un numéro de Moto Légende, le numéro 386, qui est actuellement en kiosque, et donc dont le dossier de plus de 20 pages est consacré aux 50 ans de cette moto légende. Bonjour à tous les auditeurs. Alors, tu peux nous en parler, Bertrand ? Xavier, effectivement, on continue notre série de dossiers. On avait entamé avec la VMAX cet été, on a continué avec la Bonneville. Et là, il fallait marquer le coup pour les 50 ans de cette moto, parce qu'effectivement, tu l'as dit, l'expression est parfois un petit peu galvaudée pour certaines des machines qui passent dans nos colonnes. Là, pour le coup, on peut bel et bien parler de moto de légende. S'agissant de la XT500, c'est une moto qui a vraiment marqué l'imaginaire collectif des motards. C'est une moto qui a fait sa légende sur les premiers Dakar, sur les premiers rallye raid, et qui a continué de la construire, cette légende, au fil des aventures vécues à son guidon par énormément de motards. C'est vraiment une moto synonyme d'évasion, de liberté. Et en fait, la XT500, elle n'a rien de révolutionnaire. Hein. Elle n'apporte pas grand-chose de plus qu'une CB 750 four ou une GSX-R 750 ont marqué davantage leur époque. Mais elle arrive à un moment donné où, justement, il y a un phénomène qui explose. Elle arrive à point nommé au milieu des années 70. En 76, c'est le plein boom de la moto verte, la moto de tout-terrain de loisirs. Et en fait, elle combine deux aspects. Il y a l'aspect trail, c'est-à-dire l'équivalent du 4x4 pour l'auto, hein, le trail, qui a été inventé quelques années plus tôt déjà par Yamaha, hein, qui sort sa DT1 en 68. Elle mélange ce côté trail avec une architecture moteur qu'on croyait un peu oubliée, c'est le gros mono 4 temps. Alors, c'était l'apanage des motos anglaises jusque dans les années 50. Et c'est le combo des deux qui va vraiment faire la réussite. Qui fait la réussite de cette moto. Et donc, la XT500, elle a connu une longue carrière. Oui, une très longue carrière pour l'époque, hein, puisqu'elle a été commercialisée chez nous entre 76 et 89 en France, sans avoir connu de grosses modifications. Alors après, on va en parler avec Eric notamment, mais en gros, un changement du pot dès la première année, le pot passe en haut. Après, on a un passage en 6 volts au milieu des années 80, en 12 volts, pardon, de 6 à 12 volts au milieu des années 80. Mais en fait, elle a continué sa carrière. Elle a même été doublée chez Yamaha par une XT550, qui n'était pas une mauvaise moto, mais la XT550 ne lui a pas survécu. L'XT600 est arrivé après, et notamment la fameuse Ténéré, mais elles n'ont pas détrôné pour autant l'XT500. L'XT500 a continué à se vendre. Combien d'exemplaires ont été produits à peu près À peu près plus de 17 000, pas loin de 18 000 exemplaires rien qu'en France. On ne parle même pas des marchés étrangers, puisque c'était une moto qui avait été imaginée pour les États-Unis, qui a connu aussi un très très gros succès en Allemagne, en Italie, partout en Europe. Et donc parmi aujourd'hui, dans cet univers de la moto classique et de collection, on a parmi les amateurs de la XT500, on compte quand même une figure désormais bien connue dans le milieu moto, très occupée en ce début de février, puisque le salon du deux roues se prépare, c'est Jacques Monchanin. Oui, Jacques, on vous connaissait ancien concessionnaire Honda, et pourtant vous possédez, je crois, si notre petit doigt nous dit que vous possédez toute la collection des XT500. Alors, comment... C'est vrai ça. Bonjour à tout le monde. Oui, c'est une moto. J'ai eu mon premier modèle en 78. Donc c'était une moto qui était en pleine effervescence. C'est une moto facile, qui n'était pas chère, qui
qui était relativement, je dirais, performante pour l'époque. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on monte dessus et qu'on va faire un tour avec, on dit qu'est-ce qui se passe. C'est plus comme avant, mais bon, c'est l'époque qui était vraiment un peu révolutionnaire par son utilisation, par son look, par sa facilité. Comme dit, elle démarrait pas, elle freinait pas, mais elle intéressante à conduire. Et pourquoi c'est ma première année, donc je vais avoir 20 ans, première année où je fais championnat de France des rallyes, notamment le Tour de France, qui s'appelait le Tour de France Moto à l'époque. Je sortais du Tour de Corse, c'était le Tour de France Moto, et donc j'avais une 500 XT qui avait été bricolée par les Farminga et par la Monaco. Et puis, elle m'avait marqué. On était deux à rouler en 500. Il y avait un ancien pilote du Dakar, il y avait un Corse, Louis Léandré, et moi. Et le deuxième jour, au Mans, et je pense que je suis tombé amoureux de cette moto ce jour-là, au Mans, tour de formation, frein Chapelle, ma boîte reste bloquée en secondes. Pourquoi ? Ben oui, je savais pas, donc je prends le départ. Au départ, je dis qu'est-ce que je fais ? J'étais gamin. On me dit non, mais il faut rouler, il faut faire la série. Je crois que c'était 40 minutes à peu près, peut-être 45, je sais plus. Et là, je fais mes 45 minutes à fond, en secondes. Bon, donc vous imaginez, je devais être à 60, 70, tout cassé. Je crois que c'était à l'époque, c'est Jean-Louis Albera. Je crois qu'il me laisse un tour. Et puis, donc le circuit se finit, ouf, la peine. On est au Mans, et la ville étape, c'est Limoges. Et Limoges, on me dit, on peut pas réparer, il faut que tu ailles comme ça à Limoges. Mais c'est 300-400 km. Je dis, mais c'est pas possible, je peux pas, j'arrête. Non, t'arrêtes pas, tu vas à Limoges. Et j'ai fait le Mans-Limoges, après mon circuit, à fond. Et la moto, elle a jamais cassé. On arrive à Limoges, il y avait un petit ressort de sélection. Ils me l'ont changé, j'ai fini mon Tour de France. Alors, pas sur le podium, certes, mais je l'ai fini. Et ce jour-là, je dis, cette moto, elle est quand même pas comme les autres, parce que faire 500 km en seconde, je pense que, je sais pas si ça serait réalisable aujourd'hui, mais par contre, elle m'a marqué. Donc qu'est-ce qui se passe ? L'amour, j'en retrouve une des années 78, je reconditionne. En plus, c'est des motos qui sont faciles à travailler, faciles à faire. Alors, je ne suis pas un grand spécialiste de la mécanique. Et pendant le Covid, je dis tiens, je vois une photo un jour d'un collectionneur qui a tous les modèles. Je dis tiens, je vais me faire la même. C'est pour ça que j'ai de la première. J'ai une 76. Pardon Jacques, vous qui possédez toutes les versions du coup, qui vous êtes reconstitué une belle collection, est-ce que vous avez un modèle préféré dans tout ça ? Bon, je dirais c'est ma 78, c'est-à-dire la blanche, le réservoir rouge, parce que c'est vraiment... Je la garderai tout le temps. Est-ce que les autres, j'y garderai ? Je sais pas, mais la 78, oui. Parce que c'est quand même, je vais presque dire qu'après, ça a été mon ADN. Donc, j'ai fait qu'une année en XT, et après, j'étais passé chez KTM de tête. Mais c'est vrai que je garde un souvenir par la fiabilité. La fiabilité de ce moto qui m'avait bluffé. Et, du coup, le Covid arrive, un peu de temps. Je dis, allez, je vais me faire la série. En 2 ans, je crois que j'en ai 11, donc tous les modèles qui existent, comme vous disiez tout à l'heure, de 76 à 89 de tête. On va en retrouver beaucoup, je présume, au salon dans quelques jours. C'est les 50 ans cette année, donc est-ce qu'il y a des choses de prévues en particulier bien autour sûr, de ça ? on va faire un anniversaire autour de ça, donc toutes les motos bien sûr, tous les modèles seront là. Je récupère même sur cet anniversaire une des premières, donc à Cyril Neveu, avec quelques machines emblématiques du Dakar, malgré qu'on va pas trop les mélanger, parce qu'en parallèle des 50 ans de la XT, on a les 40 ans de la disparition de Thierry Sabine. Donc c'est vrai que beaucoup sont dans l'espace Sabine. Et tout à l'heure, la réflexion qu'il y avait sur le Dakar, ça me pousse à dire, est-ce que c'est la XT qui a fait le Dakar ou c'est le Dakar qui a fait la XT ? Et ça, je pense que c'est dur à répondre. Mais c'est bien que la question reste en suspens. On peut justement se la poser effectivement, parce qu'il faut rappeler que l'XT, elle a connu son premier succès sportif avant la naissance du premier Dakar, puisqu'elle a brillé sur les côtes, etc. Côte, tout à fait, ouais. Et moi, je sais qu'on parle souvent aussi avec la XT 500 à son guidon d'une certaine sensation. Et aujourd'hui,
quand on monte et on pilote une XT500, on parle de sensations d'antan. Donc des sensations d'avant. Jacques, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu les sensations que vous aviez au guidon de votre XT500, en tout cas la première ? Alors, en 78, aujourd'hui. Bah justement, ce qui est intéressant, c'est d'avoir les sensations de l'époque. Et aujourd'hui, quand on monte sur une XT500, c'est un petit peu se dire, on retrouve des sensations d'alors, et quelles sont-elles, en fait ? Une XT78, c'est une moto sur laquelle, que ce que je vous disais tout à l'heure en rigolant, qui était dur à démarrer et qui freinait pas. Aujourd'hui, avec l'évolution de toutes les machines qu'on a pu connaître entre 78 et aujourd'hui, les freinages, l'ABS, etc., c'est vrai que la moto, elle est plus du tout à la page. Mais malgré tout, elle n'est pas restée à la page, mais elle est encore attractive. Elle est attractive parce que ça a été déjà des années de partage. Ça a été de la compétition, malgré tout. Ça a été... Mais je dirais, quand je prends... Autant j'ai quelques machines anciennes, je monte dessus, je dis, qu'est-ce que j'ai pris ça ce matin ? Je ne vais pas citer des marques, des modèles, mais je dis, oh là là, je me suis loupé. Allez, je la garde jusqu'à ce soir. L'XT, je vais facilement la garder une semaine parce qu'elle a un côté sympathique. Alors Jack, cette XT, on va la retrouver à l'honneur au prochain S2R qui s'ouvre le 26 février prochain. 26, 27, 28, 1er mars. Mais il n'y aura évidemment pas que ça. Et qu'est-ce que vous nous avez encore inventé cette année ? J'ai vu des choses passer là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de chevaux, de plage ? Racontez-nous un peu. S2R va toujours plus loin, vous le savez. Le SER va toujours plus loin, ouais, il y a quelques nouveautés. Alors, hormis des dates anniversaires, des 100 ans de Ducati, 70 ans Yamaha, des choses qui vont être assez prenantes, assez qualitatives sur les expos. C'est vrai qu'il y a des nouveautés. Vous me parlez de cheval, c'est horsepower, cette animation qui aura à la fois une animation dynamique, c'est-à-dire des pilotes moto contre des cavaliers, et à la fois, une animation statique. C'est vrai qu'à réflexion, quand vous partez, faire une course de moto, qu'on le voit toutes les semaines, on le voit sur les concours hippiques. Vous prenez le 4x4, le van, derrière il y a la moto, derrière il y a le cheval. Vous arrivez, vous déchargez le cheval, la moto, il y a le même protocole. Après, vous descendez, vous vous habillez, le casque, les équipements, les bottes, le gant. Aussi, on a plein de points de commun sur l'équipement. Et surtout, ce qui va pousser à faire ça, c'est que dans les différentes catégories de motos, il y a différentes catégories de chevaux. Il y a les chevaux pour les enfants. Allez, on fait ça en collaboration avec Honda, où chaque cheval sera présenté avec une moto qui correspond à l'univers du cheval. Il y a des chevaux de balade, il y a des chevaux de tout-terrain, de saut. Donc là, ça sera une demi-CRF. Il y a des chevaux. Et on a 6-8 catégories. Il y a les chevaux de la police. La police utilise des motos, mais la police utilise aussi des chevaux. Donc, on va essayer de faire un petit comparo un peu attractif par rapport à ça, où on compare à la fois en dynamique, c'est-à-dire en roulant, et à la fois en statique, que ça soit l'équipement et les différents chevaux qu'on essaye d'associer à la moto. Alors Jacques, on parlait avec vous de la collection, et qui mieux qu'un club pour fédérer des collectionneurs. Et donc, nous avons le plaisir d'accueillir également Éric Lepeintre, président fondateur de l'XT Club francilien. Un club, Éric, qui existe depuis longtemps, mais qui est un petit peu en sommeil, c'est ça ? Oui, bonjour à tous. Oui, un peu en sommeil, faute de combattants, mais au bureau. Je l'ai maintenu pendant 15 ans. On a fait on est passé au salon Moto Légende plusieurs fois. Et puis cette moto pouvait pas avoir un club, ne pouvait pas avoir de club qui pouvait l'honorer, cette machine. Parce que, comme nous l'a dit notre ami, c'est une moto qui se mérite, on va dire. Donc voilà, c'est pas la meilleure, c'est pas la plus puissante, c'est pas la plus performante. Il faut l'apprivoiser comme un pur sang, comme pourrait dire Jacques avec son animation cheval. Ouais, on peut dire ça. C'est caractériel. Faut trouver
la bonne personne pour bien la régler. Après, il n'y a pas de problème. Mais oui, c'est une moto, on va dire, caractérielle. Tout le monde vous dira qui n'a pas eu un bon retour de kick et avec un bon bleu en dessous, en dessous son pied. Moi, ça m'est arrivé qu'une seule fois. Et moi, je démarrais ma moto avec le bras. Donc tout s'apprivoise. Mais bon, voilà. Justement, Eric, vous connaissez particulièrement bien le modèle pour en avoir préparé un grand nombre, sous toutes ses formes d'ailleurs. Et quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui voudrait acquérir une XT qu'on n'aurait pas eu à l'époque et que ça tente depuis un certain temps? Alors, pour avoir une XT, il faut qu'elle soit le plus complète possible et le plus proche de tous ces appendices. Refaire un moteur, c'est pas un problème. Trouver quelques pièces, ça peut devenir compliqué. Il y a des pièces qui n'existent plus, il y a des pièces qui sont refabriquées. Il y a un accessoiriste vous pouvez reconditionner votre moto à 80%. Il y a d'autres pièces ailleurs, pour les réservoirs en Inde, pour pas les citer. On peut refaire sa 500 XT facilement. Et vous, Jacques, elles sont toutes roulantes, vos XT 500? Ouais, toutes roulantes. Alors, je roule pas avec toutes, mais j'en ai 2-3 un petit peu fétiches. Elles sont toutes roulantes. Elles démarrent toutes, et c'est vrai que malgré tout, à part les batteries, où de temps en temps il faut recharger, et surtout mais elles roulent toutes. Elles sont faciles à redémarrer. Quand je dis, tiens, allez, en 2 jours, je vais toutes les redémarrer. Même pas un jour. En un jour, si je m'y prends bien, je les redémarre toutes. Je dirais, c'est des motos qui sont très très faciles à entretien. Et pour revenir, je dirais, à ce qu'il se disait, il y a quelque chose que je note avec cette machine. Bon, je roule de temps en temps avec une K1 sans aide, c'était mis K0. Quand je prends la XT, il y a une vraie sympathie du public. C'est une moto qui est quand même restée connue je dirais, qui touche moins des férus, qui touche moins des initiés, des passionnés, qui est plus grand public. Mais elle a un très gros, un très gros affect du public. Les gens sont contents de la revoir. Et souvent, vous faites plus brancher avec une XT à 5 000 euros qu'avec certaines à 50 000. Parce que c'est une moto qui plaît. Alors justement, on parle de sous. Ça cote combien aujourd'hui une XT? Une XT, ça peut valoir à partir de 3 000, 3 500. Une moto pas trop moche et quelque chose de plus léché, où il n'y en a pas eu beaucoup, comme la 76, je dirais. Ça peut aller jusqu'à 10 000 suivant l'état de la machine et d'une restauration pas trop. Il faut quand même que ça reste dans son jus et au boulon près, quoi. Donc après, une 76, pour retrouver tous les morceaux, vu qu'il y a des pièces spécifiques, c'est plus compliqué. Voilà. Donc on a compris qu'en fait, il valait mieux acheter une moto complète et en bon état qu'une moto entièrement restaurée aujourd'hui. Ah oui. Il y a eu des gens qui ont racheté des motos déjà à un prix pas possible, mais dans des états lamentables. Comme on en parle, c'est une moto qui est fiable, une moto qui peut vous emmener au bout du monde, et puis avec 2 outils, un tournevis, vous rentrerez toujours à la maison, qui est facile d'entretien, c'est une grosse mobilette, quoi. Donc, et même si elle consomme de l'huile, t'en remets, elle te ramènera. J'ai rarement, moi, j'ai fait quand même plus de 100 000 km avec cette machine-là. Elle m'a toujours ramené à la maison. Après, moi, j'ai eu d'autres motos. C'est moins évident. Mais voilà, quoi. Alors, Eric, Jacques, dans la mythologie XT500, franchement, cette histoire de démarrage dangereux, voire très difficile, voire dangereux, effectivement, ça tient de la légende ou parce qu'une XT500, quand c'est bien réglé, ça démarre facilement? Ah oui. Mais il y a des gens qui sont moins doués que d'autres pour les régler. L'allumage, ça se règle bien, quoi. Donc, et là, une mobilette, tu te reprends un retour moteur, c'est pas méchant. Une 500 XT,
ça peut être compliqué. Je dirais que la base un peu de ce démarrage, comme on dit, c'est vrai qu'il peut être compliqué. Mais si la moto, l'allumage est quasi parfait, je dirais c'est très très facile. Ouais. C'est très facile. Après, c'est quand l'allumage commence à se mettre un petit peu en sucette, on va dire. Là, ouais, c'est compliqué. Mais sinon, c'est une moto qui est très facile à démarrer si elle est bien réglée. Alors là, on parle de la moto classique, la moto originale. Dans le milieu de la préparation, est-ce qu'il y a beaucoup d'XT500 qui sont préparés ou est-ce que c'est une moto qui reste plutôt dans un domaine de moto classique originale ? Ouais, non, moi, ce que je dirais, c'est une moto, elle est bien comme elle est. Il y a rien à faire. Pour gagner, elle fait, je crois, 33, 38, je sais plus tout à fait en tête, j'ai pas révisé. Comment ? 28 à la roue. Ouais, je dirais pour gagner 5, elle est même, pour gagner 10 chevaux, on va partir dans des risques inconsidérables, des risques de fiabilité, des coûts, etc. Donc c'est une machine, il faut bien la laisser comme elle est. Elle prenait ses 150, 160 en étant un peu couché dessus. J'ai fait un Touquet aussi avec. Alors c'était lourd au Touquet. Mais malgré tout, c'est une moto, mais elle va de partout. Je vais pas dire que c'est un berlingot parce que ça va pas être qualitatif. Mais je dirais c'est un couteau suisse. C'est un couteau suisse. Donc, vous pouvez aussi bien faire 300 km d'autoroute et les enquiller. Après, aller traverser un chemin de terre, finir sur une plage et même rouler sur circuit. Parce que sur certaines épreuves, circuits comme au Tour de France à l'époque, je dirais, on était loin d'être ridicule. Hein. On n'était pas dans les 5 premiers, mais on était dans le peloton. Avec une moto, après, qui était hyper polyvalente sur des routes comme la Corse. Moi, j'ai fait des fois le Tour de Corse avec, mais je me suis régalé. Et on était sur le podium avec Léandri. Donc c'est une moto qui est très très polyvalente. Voilà ce que je disais, un couteau suisse. La vie de la moto consacrera aussi un de ses numéros au sujet. Ce ne sera pas pour tout de suite, pour la rentrée, mais on en profite pour lancer un appel à tous nos auditeurs. Si vous avez roulé en XT500, si vous avez vécu des aventures, alors à l'autre bout du monde ou au coin de la rue, envoyez-nous vos photos et témoignez par mail à l'adresse de la rédaction. Et on se fera un plaisir de mettre tout ça dans nos colonnes, de relater tout ça. Bertrand, Jacques, Eric, merci d'avoir évoqué avec nous autant de passion ce modèle emblématique, ce modèle de légende. Et rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode des podcasts de l'Atelier Passion. Retrouvez tous les épisodes de l'Atelier Passion sur la chaîne YouTube des éditions LVA. Et suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. À bientôt.